j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes 5 dernières lectures. Je vais donc vous parler du premier tome de Phobos, de Ceux qui sauront, du deuxième tome de Roi du Monde, du premier tome des Autodafeurs et de Creuse la mort. J'ai donc lu enfin le premier tome de Phobos de Victor Dixen et moi j'ai l'édition France Loisirs. Phobos, c'est vraiment la saga qui a eu un succès énorme auprès des jeunes lecteurs et des blogueurs. J'ai trouvé qu'il y avait de très bonnes idées de base, mais malheureusement, comme d'habitude avec la littérature young adulte, pour moi, ça manque de profondeur, c'est toujours beaucoup trop superficiel et c'est dommage. Dans cette société futuriste, la conquête de Mars est lancée, il faut penser à sa colonisation par des couples jeunes et en bonne santé. Après un énorme casting et une année de formation dans le plus grand secret, on découvre enfin les 6 filles et les 6 garçons qui ont été choisis pour cette mission. Ils ont globalement entre 18 et 20 ans et vont vivre pendant plusieurs mois dans 2 compartiments séparés, les 6 garçons d'un côté, les 6 filles de l'autre. Et figurez-vous que pour financer cette énorme opération, l'expérience est transformée en émission de télé-réalité. Pour que ce soit un peu plus vendeur, les 6 garçons et les 6 filles ne se connaissent pas du tout, ils ne se sont jamais vus, ils vont faire connaissance à travers un énorme speed dating au milieu de l'espace. Mais pour faire durer le plaisir, il n'y aura qu'une rencontre par jour, une rencontre de 6 minutes. Chaque jour, un participant ou une participante choisit donc avec qui elle veut passer ces 6 minutes. On a donc affaire à un huis clos dans l'espace, on est en présence de jeunes qui sont bourrés d'hormones et pour lesquels il y a quand même de gros enjeux. J'imaginais donc qu'on serait les spectateurs d'une expérience quasi scientifique, quasi anthropologique, où les émotions, les sentiments et même les travers humains seraient beaucoup exploités. Malheureusement, et c'est là mon plus grand regret, je trouve que les interactions entre les personnages restent très pauvres et se limitent finalement uniquement au speed dating qui sont retransmis. Et autant vous le dire tout de suite, dans ces séances courtes de speed dating, le niveau de drague atteint des sommets de ridicule. Victor Dixen a choisi dans ce premier tome de fixer l'œil de la caméra et donc l'œil du lecteur du côté du compartiment des filles. Donc je vous le dis tout de suite, dans le compartiment des garçons, on n'y passe pas du tout de temps. On est donc dans le compartiment des filles, mais à part Léonore, l'héroïne principale, de laquelle on apprend finalement pas mal de choses, des autres on ne sait quasiment rien, si ce n'est leur prénom, un ou deux traits de caractère, une ou deux caractéristiques physiques, mais ça s'arrête là. Et globalement, que ce soit les 6 filles ou les 6 garçons, ça reste très cliché tout ça. Comme je vous le disais, comme on a le point de vue de Léonore, on apprend un peu plus à la connaître et un peu plus à s'attacher à elle, elle devient un personnage un peu plus palpable. Donc ce n'est pas désagréable de la suivre, c'est même une héroïne que j'ai plutôt appréciée. Outre ces chapitres qui se déroulent dans le compartiment des filles et lors des séances de speed dating, on a aussi énormément de chapitres intermédiaires qui se déroulent hors champ et donc dans les coulisses de la production. Et là, ça devient déjà beaucoup plus intéressant et c'est pas joli. Parce que derrière le divertissement, Victor Dixen parle d'enjeux politiques et d'enjeux économiques, et là, on rigole plus. J'ai trouvé que c'était un premier tome qui était divertissant, qui était fluide, ça se lit très bien, notamment grâce aux scènes qui sont assez visuelles, on est presque du côté du cinéma. Mais par contre, niveau dialogue, et notamment dialogue pendant les speed dating, je trouve que c'est vraiment très médiocre. Alors je veux bien que ce soit de jeunes héros qui soient confrontés à une situation complètement inédite et complètement extrême. Donc oui, c'est possible qu'ils aient des réactions extrêmes et c'est aussi possible que Victor Dixen ait eu envie de forcer le trait. Mais quand même, j'ai très souvent levé les yeux au ciel et je trouve que ça frise vraiment le ridicule. Et pour vous le prouver, je vais vous lire juste un petit extrait d'un speed dating. Alexei découvrant Elisabeth. Waouh! Elisabeth, souriant de ses lèvres laquées. Je peux en dire autant de toi. Waouh, bonne pioche. Alexei, d'une voix grave marquée par un léger accent slave. Tu es juste sublime. Rassure-moi, les autres filles ne sont pas aussi canon que toi. Une, ça me donne déjà des palpitations, mais 6, je crois que je vais faire une crise cardiaque. Elisabeth fait un clin d'œil complice. Ton cœur ne craint rien si tu survis à cet entretien. Les autres sont mignonnettes dans leur genre, mais ça s'arrête là si tu vois ce que je veux dire. Ce jeu est une compétition. Et je ne suis pas sûre qu'elle soit taillée pour. Après je dis ça, chacun ses goûts, et je voudrais surtout pas avoir l'air de me vanter. Alexei. Pourtant tu aurais de quoi. Il sourit de toutes ses dents, éclatantes et parfaitement alignées. De petites fossettes se dessinent au creux de ses joues qui n'échappent pas à la caméra. Elisabeth baissant la voix. Ton sourire est trop craquant. Alexei, un ton en dessous lui aussi. C'est toi qui es en train de me faire craquer.
Non mais je me marre toute seule. Elisabeth, ouh là là, entre nous c'est chaud bouillant. Il faut qu'on baisse la température, sinon on va tout faire exploser. Et si on se racontait un peu nos vies? Elle regarde sa montre. Il ne nous reste plus que 4 minutes. Deux chacun? Alexei. Ok, je commence. Mais si tu permets, j'enlève ma veste, parce que c'est vrai que tu me donnes chaud tout d'un coup. En un tour de main, il ôte sa veste, dénoue sa cravate, déboutonne le col de sa chemise et roule ses manches sur ses avant-bras musclés. Et je vais aussi fermer les yeux, parce que tu m'éblouis. Si je continue à te regarder, j'ai peur de ne pas être capable d'aligner 2 mots. Et je n'ai pas envie de passer pour un crétin face à une fille comme toi. Voilà. Bon, j'ai clairement exagéré le trait en lisant ce dialogue. J'ai pas changé ce qu'il y a écrit, hein. C'est vraiment Victor Dixon qui a écrit ça. Après, les scènes qui se déroulent en dehors des speed dating, dans le compartiment des filles et surtout hors champ, c'est beaucoup moins ridicule et beaucoup moins cliché. Je me suis ensuite plongée dans Ceux qui sauront de Pierre Bordage aux éditions J'ai lu. En fait, il s'agit du premier tome d'une trilogie que j'ai trouvée baptisée Jean et Clara sur Livre Addict. Pierre Bordage, c'est vraiment un des grands noms de la littérature imaginaire française. C'est un nom qui revient très souvent et je ne l'avais encore jamais lu. En commençant ce livre, je ne savais pas du tout ce que j'avais trouvé dedans et j'ai été hyper surprise de découvrir qu'il s'agissait en fait d'un titre relativement jeunesse puisque les héros ont à peine 15 ans. Et globalement, cette histoire, c'est un peu une quête d'identité, une construction de soi. Donc un truc pour le coup très ado. D'un côté, on découvre Clara qui est une jeune fille d'une famille riche, aisée, qui, comme la tradition le préconise, est promise à un très bon parti. Et en fait, elle va se faire kidnapper lors de son voyage qui doit l'amener à son futur mari. Cette épreuve, pas franchement facile, va lui ouvrir les yeux sur sa jeunesse dorée, sur le monde véritable qui l'entoure, et aussi sur ce à quoi elle aspire pour son futur. De l'autre côté, on fait la connaissance de Jean, qui lui est plutôt d'une famille modeste, voire pauvre, c'est un fils du peuple. Et lui, sous la pression des femmes de sa famille, il va tenter de s'instruire dans la clandestinité. Et à cause d'un effet boule de neige que je ne vous relate pas, il devient un rebelle très recherché par les autorités. Alors vous vous demandez peut-être quel est ce monde imaginaire que nous propose Pierre Bordage. Eh bien en fait il s'agit d'une autre, de monde, mais transformée. Cette trilogie, c'est en fait une uchronie, c'est-à-dire que l'auteur a transformé un événement historique de notre histoire réelle, et il s'est posé la question « et si ?» Et là, la question qu'il s'est posée, c'est « et si la Révolution française de 1789 n'avait pas eu lieu ?» On se retrouverait dans un système de monarchie. Seuls les gens de bonne famille, les bourgeois, auraient accès à l'instruction. L'instruction serait complètement interdite pour les gens du peuple. Il ne faut absolument pas qu'ils sachent lire, écrire, compter, réfléchir. Et toutes les petites révolutions ayant eu lieu ont été avortées dans l'œuf et ont surtout entraîné la mort de dizaines de milliers de civils. C'est donc l'histoire d'une rencontre entre deux ados que tout oppose, qui sont eux-mêmes, chacun de leur côté, dans une réflexion sur leur vie et sur ce qu'ils veulent pour leur avenir, et tout ça dans une société qui est en plein bouleversement. Donc chacun va prendre part à la révolution de son côté, malgré les dangers qui sont nombreux et malgré tout ce qu'on a pu leur inculquer jusque-là. Je pense que c'est un texte qui est très abordable pour les jeunes lecteurs, qui seront certainement touchés par les destins de ces héros qui ont environ leur âge, mais c'est aussi un texte qui est à mon avis très abordable pour ceux qui ne lisent pas de science-fiction, tout simplement parce qu'ils pensent ne pas aimer ça ou parce qu'ils en ont peur. Je n'ai pas encore la suite dans ma bibliothèque, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, c'est une trilogie que j'aimerais poursuivre à l'occasion. Tu es sûre que tu n'as pas été suivie ? Hors d'haleine, Magda hocha la tête. Les yeux de l'homme qui s'était tout à coup dressé devant elle brillaient dans la fente de sa cagoule comme deux ampoules électriques. Elle entrevit la crosse d'une arme dans l'entrebâillement de son imperméable noir. Des ténèbres insondables recouvraient la ville, des grondements lointains traversaient le silence. Le vent et la pluie de l'automne restaient imprégnés de la tiédeur de l'été. Magda s'était mise en route à minuit, comme stipulé dans le mot glissé sous sa porte par une main discrète. Elle avait traversé une partie de la ville endormie, se cachant dans les cours intérieures chaque fois qu'elle entendait un bruit suspect. Un fort sentiment d'inquiétude l'avait étreinte tout au long du chemin. Comment le réseau avait-il su qu'elle désirait rejoindre les rangs des Pères Noël du savoir? Elle n'en avait parlé à personne d'autre que Lorraine, sa consoeur à l'internat de jeunes filles de Meudon. « Je ne crois pas. Faut en être sûr, gronda l'homme. Elle craignit un instant qu'il ne tire son arme et ne la couche en joue.
J'en suis certaine. Elle s'était sans cesse retournée pour s'assurer que personne ne lui avait emboîté le pas. Elle avait discerné des silhouettes furtives dans les replis de la nuit, de pauvres bougres qui dormaient sur les trottoirs, mais elle n'avait croisé aucune patrouille de gendarmes royaux. « Le mot de passe » demanda l'homme. « Jules Ferry. » « C'est bon. » Il s'écarta pour l'inviter à entrer. Elle franchit une première porte, traversa un vestibule éclairé par la flamme dansante d'une lampe à huile, tomba, devant la porte suivante, sur une deuxième sentinelle qui lui réclama également le mot de passe, parcourut un couloir étroit et bas plongé dans l'obscurité, arriva enfin dans une petite salle éclairée par une multitude de bougies. Une quinzaine de personnes s'y pressaient, noyées dans la fumée épaisse et âcre des cigarettes et des pipes. Un homme se détacha du groupe et se dirigea vers Magda, la main tendue. « Bienvenue parmi nous. Bonsoir, je suis Olympe, comme Olympe de Gouges. C'est ainsi que nous vous appellerons ici. Personne ne doit connaître votre vrai nom. » « Comment m'avez-vous » Son vis-à-vis l'interrompit d'un geste de la main. « Vous êtes la dernière, nous sommes désormais au complet. » J'ai ensuite lu le premier tome des Autodafeurs de Marine Carteron aux éditions du Rouergue. Je ne peux pas vous le montrer comme ça puisque c'est un emprunt que j'ai fait au travail et j'ai déjà rendu le livre à la bibliothèque. C'est aussi une trilogie que j'ai vu passer sur la blogosphère et surtout sur Booktube en vidéo. Elle a eu un beau succès et je n'ai vu passer que des avis assez dithyrambiques, donc j'étais plutôt curieuse de découvrir cette histoire. On va donc découvrir un frère et une sœur, Auguste et Césarine, qui viennent de perdre leur père dans un accident de voiture un petit peu louche. Ils déménagent donc avec leur mère chez leurs grands-parents dans une grande baraque en plein milieu de la campagne. Jusque-là, ça semble commencer plutôt de façon normale, même si pas très gaie. Sauf que, en plus du deuil, notre héros, Auguste, va donc devoir affronter les révélations assez surprenantes concernant sa famille et leur mission ancestrale. Ça parle société secrète, templiers, mission sacrée, histoire de l'humanité. C'est un peu à la sauce Da Vinci Code, mais version plus ado. Dans ce premier tome, ce qui fonctionne très bien à mon avis, en plus du rythme lié au chapitre très court et qui se termine toujours par du suspense, c'est la personnalité du narrateur principal, Auguste, et celle de sa petite sœur, Césarine. Auguste, c'est un ado qui est bien ancré dans son temps, avec plein de références à la culture populaire, Harry Potter par exemple, pour ne citer que cette référence-là, mais le livre en est bourré. Suivre l'histoire à travers ses yeux, donc à travers un point de vue interne pour être un petit peu lourdingue, parce que le côté journal intime d'un ado... Mais en fait là j'ai trouvé que c'était bien dosé, que c'était crédible. Auguste c'est un personnage attachant, qui a pas mal d'humour, et c'est jamais trop. L'auteur trouve un équilibre. Et donc ça fonctionne très bien. Elle est moins présente parce qu'il y a moins de chapitres qui lui sont dédiés, mais elle devient quand même un personnage indispensable que tout le monde adore, je pense. C'est Césarine, la petite sœur, qui est atteinte d'un autisme particulier du syndrome Asperger. Donc imaginez une gamine haute comme 3 pommes qui serait un mélange entre Temperance Brennan de la série Bones, de Spencer Reid de la série Esprit criminel et de Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. Je pense que voilà, vous avez une idée de la personnalité de la gamine. Et imaginez tout ça dans le corps d'une fillette blonde avec des couettes. C'est un premier tome qui nous dévoile une aventure qui est riche en rebondissements, riche en émotions également, parce qu'il y a quand même pas mal de choses pas très marrantes qui arrivent à Auguste et à la petite Césarine. Et à la fin de ce premier tome, il y a énormément de questions qui restent en suspens. Donc j'ai vraiment envie de lire la suite, que j'ai déjà emprunté. Après ces 3 titres plutôt jeunesse, je suis passée à plus sérieux, aussi bien dans le fond que dans la forme, puisque je me suis lancée dans la lecture du 2e tome de Roi du Monde. 2e tome qui s'appelle Chasse royale, partie 1. C'est toujours de Jean-Philippe Jaworski, et c'est toujours aux moutons électriques. J'ai lu le premier tome, baptisé Même pas mort, il y a 2 ans maintenant je crois, et ça avait été une excellente lecture. J'étais donc ravie de me replonger dans cette fantaisie historique, et j'ai bien fait d'attendre que le 3e tome soit sorti pour pouvoir me plonger dans ce 2e, puisqu'à la fin de celui-là, en fait on a envie d'avoir la suite. Puisqu'en fait le tome 2 et le tome 3 que j'ai acheté aux Imaginales il y a 2 semaines sont en fait un seul et même tome qui a été découpé en 2. Ici, Belovez, le héros qu'on avait rencontré dans le premier tome, continue son récit. En gros, il va nous raconter comment son frère et lui en sont arrivés à devenir des ennemis. Un petit peu comme avait pu l'être avant eux, leur père et leur oncle. Donc, pour récapituler un petit peu ces histoires de famille pas évidentes, le père de Belovez et de Ségovez a été tué par son frère, donc l'oncle des deux, qui s'appelle Ambigate et qui est le haut roi des Bituriges.
Finalement, après des péripéties qu'on nous raconte dans le premier tome, les deux frères, donc notre héros Bellovèze et son frère Ségovèze, ont décidé de rallier les troupes de leur oncle, le haut roi, qui s'appelle Ambigate. Ce qui, par là même, était quand même quasiment une déclaration de guerre à leur mère. Enfin, en tout cas, à ce côté-là de la famille. Les années passent dans une relative tranquillité, Bellovèze se marie, prend femme, a deux petites filles, deux fillettes qui sont pas très âgées quand on découvre ce deuxième tome. Mais le haut roi Ambigate vieillit, les troupeaux s'affaiblissent, et les complots prennent de plus en plus de place. Notre héros Bellovèze se retrouve donc le cul entre deux chaises. D'un côté, la loyauté à sa mère et à ce côté-là de sa famille, et de l'autre, la loyauté à son oncle le haut roi. Et en plus de ça, on a aussi quand même tout le côté loyauté et honneur qui est propre aux guerriers celtes. Donc il sait pas trop quoi faire, Bellovèze, et il se retrouve dans des situations très compliquée et très dangereuse. Dans ce deuxième tome, on poursuit un cerf lors d'une chasse à courre qui s'éternise un poil et qui revêt finalement un caractère assez étrange, dans une forêt non moins étrange. On fait bombance entre des chefs de clan qui se font des courbettes par devant mais qui complotent bien les uns derrière les autres finalement. Et surtout, on se casse bien la gueule quand même. Les cheveux blanchis à la chaux, les tronches peinturlurées en bleu, des lancers de javelot, des têtes arrachées en veux-tu en voilà et accrochées à la ceinture comme trophée de guerre, les entrailles à l'air, je vous passe les autres détails. C'est quand même pas mal violent cette histoire. Mais ce qui fait que c'est violent, c'est que c'est hyper réaliste. Parce que Jaworski est quand même hyper fort pour transporter son lecteur dans un contexte qui nous est quasiment inconnu. J'avais presque l'impression moi-même de participer aux affrontements et finalement de maîtriser les croyances et les codes d'honneur de ces braves guerriers bituriges. Donc je vous le dis, c'est vraiment très intense. Par contre ici, malgré quelques scènes dans la forêt, je trouve qu'on perçoit quand même moins l'aspect fantasy que dans le premier tome. Oui, le voile entre rêve et réalité est toujours très fin, mais c'est quand même moins marqué que dans Même pas mort, parce que c'est vraiment ce côté-là qui m'avait waouh dans la lecture du premier tome. Bon, et puis même si je sais que cette récrimination n'est pas franchement pertinente vu le contexte de ce deuxième tome, ça se passe sur 2 ou 3 jours à peine, on est vraiment au cœur des combats, sur le champ de bataille, dans les forêts, course-poursuite, etc. Je trouve que ça manque de nana. Enfin, autre qu'une reine qui est prise en otage. Voilà. Je ne redirai pas à quel point l'écriture de Jean-Philippe Jaworski est magnifique. Je vais me contenter de vous lire le début de ce deuxième tome. J'ai perdu mon frère. Des années durant, j'ai vécu avec cette absence. Je croyais m'en être accommodée. Mon existence était si remplie. La tâche que j'avais été appelée à accomplir paraissait démesurée. Prendre cette terre, la garder, nourrir mes clans, édifier mes places fortes, guerroyer contre les tribus ligures accrochées à la montagne, combattre la dodécapole dans les basses terres, crier mes défis jusque sous les murs de Felsina. Oui, j'ai passé des années sur la brèche, ça occupe l'esprit, ça comble le vide, c'est du moins ce que je croyais. Bien sûr, il m'arrivait de penser à lui. Pendant la migration, son souvenir venait encore me seconder dans les moments difficiles. Il était avec moi dans les pierriers des montagnes blanches, comme les dieux grondaient des menaces sur les cimes gelées. Il était avec moi dans les profondeurs de la forêt taurine, quand les ombres pesaient sur le cœur des héros. Il était avec moi sur les grandes plaines, au bord du fleuve, comme Avil Amtoura refoulait mon armée avec ses flûtes, ses haches et ses serpents. Ce n'était plus qu'une ombre déjà, mais Ségovèze m'épaulait encore de sa force et de son insouciance. Cela remonte à longtemps cependant. Par la suite, je me suis installée dans une autre existence, et Ségovèze, petit à petit, s'en est effacé. Il revient certes me visiter en rêve, mais à mesure que je vieillis, le frère de mes songes semble rajeunir. J'oublie peu à peu le guerrier splendide. Le plus souvent, c'est le vaurien piaillard d'Athéga qui traverse mes nuits. Ces derniers temps, il suffit que je me réveille sous la charpente sculptée de ma halle, le bras d'une femme sur ma poitrine, la nuque appuyée sur la coudoir d'une banquette, pour que je mesure la distance qui se creuse entre lui et moi. Dans mon esprit, il n'a plus d'épouse, plus de fils, ni soldure, ni compagnon, ni embacte. Toute cette foule, c'est mon lot désormais. Il s'est réduit au chenapan insolent de jadis, morveux et libre, réfugié dans une enfance heureuse. Puis tu es venu, ami ionien, et pour chasser ce mépris que je devine niché au fond de ton œil, derrière tes sourires et tes marchandages affables, j'ai entrepris de te raconter ma vie. La vie de Bellovèze, fils de Sacrovèze, l'ancien roi des Turons. La vie de Bellovèze, prince Turon, prince Biturige, roi des Insubres.
Au fil de mon récit, j'ai donc convoqué mon frère. Il s'est imposé à nous deux, tout au long de la nuit passée, comme je te racontais ma jeunesse. Et à l'improviste, comme il le faisait jadis avec tous ceux qu'il rencontrait, il est revenu occuper mon cœur. Et enfin, dernière lecture de ces derniers temps, Creuse la mort de Paul Clément, et c'est auto-édité. Il y a quelques mois, j'ai lu le premier roman de l'auteur, également auto-édité, qui s'appelle Les Décharnés, et que j'ai beaucoup apprécié pour son intensité et la justesse de sa plume. Et je trouve que Paul Clément réussit à faire encore mieux ici, c'est vous dire. Franchement, je crois que j'ai rarement lu un livre dont les 100 premières pages sont aussi bien menées, sont aussi intenses. Ça monte en puissance, c'est waouh! On va suivre un narrateur qui s'appelle Frédéric, qui est banquier. Son travail l'ennuie, il déteste son patron, mais il faut bien ramener de l'argent à la maison pour nourrir sa petite famille, sa femme Renée et leur fille unique, Emma. Une famille lambda, dans un monde, tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais voilà, un matin, Frédéric, notre narrateur, se réveille pour aller au travail, et là, qu'est-ce qu'il trouve dans son jardin? Un trou. Mais pas un trou normal, non. Un trou qui ressemble à une fosse bien rectiligne. Il part au travail, mais sa découverte matinale l'obsède toute la journée. Il rentre, passe une très mauvaise nuit et finalement réussit à joindre la mairie pour savoir si des travaux ont été entrepris dans sa résidence. Mais rien de prévu, et a priori, il n'est pas le seul à avoir contacté la mairie pour poser la question. Donc, a priori, d'autres personnes du village et des alentours ont eux aussi des fosses creusées étrangement dans leur jardin. Pour essayer de passer à autre chose et d'oublier un petit peu ce mystère, Frédéric rebouche le trou et essaye de passer une bonne nuit. Sauf que le lendemain, quand il se réveille, une autre fosse a été creusée. Et alors là, c'est l'engrenage. C'est le début d'une obsession et les prémices de la folie. J'ai vraiment adoré découvrir la perte de contrôle du narrateur qui est complètement obsédé par ce mystère. Il en perd le sens commun et c'est l'effet boule de neige. Jusqu'à l'arrivée des premières explications surnaturelles, j'ai trouvé ça vraiment hyper intense, super haletant et j'avais qu'une envie, c'était tourner les pages pour découvrir le pourquoi du comment. Et en fait, je pense que j'aurais presque préféré qu'on reste dans du fantastique pur et dur, qu'on continue à assister à la descente aux enfers du héros, sans pour autant apporter une explication claire. Sans pour autant apporter d'explication, en fait. Parce que dès que les éléments surnaturels sont avérés, par tous les personnages, pas seulement par le héros, et ben je trouve qu'on se retrouve dans une intrigue qui est finalement beaucoup plus classique. Alors ça fonctionne, le rythme est très bon, on a encore envie de tourner les pages, il n'y a pas de souci, mais c'est moins original. Cela dit, mention plus pour la chute, que j'ai là aussi trouvé vraiment super bonne, et encore une fois, à la limite entre l'horreur et l'absurde. Parce que franchement, ces trous creusés dans le jardin et qui reviennent tous les jours, ça a un petit côté absurde quand même. Je trouve que Paul Clément, il a un style super incisif. Les phrases sont courtes, sont percutantes, ce qui fait qu'on sent vraiment la tension et l'urgence dans le style. Creuse la mort, c'est à mon goût un des meilleurs titres auto-édités que j'ai pu lire, et franchement, il n'a mais vraiment rien à envier aux titres publiés par les grands éditeurs. Le trou est apparu pendant la nuit. Hier, il n'était pas là, j'en suis convaincue. J'ai bien failli ne pas le voir, presque masqué par les épées massives de Pyracanthasse qui bordent l'allée menant à la maison. Mais les lourdes grappes de boules rouges, refusant de le dissimuler, se sont comme écartées pour me le dévoiler. Le moteur de ma voiture ronronne derrière moi. Arrêté en plein milieu du chemin, le véhicule s'impatiente, lui qui était prêt à me conduire au travail. Cela fait plusieurs minutes que je me tiens au bord du trou, ne trouvant aucune explication à sa présence dans mon jardin. À mi-distance entre mon domicile et la petite route départementale sur laquelle débouche l'allée, cet étrange rectangle brunâtre n'a pas de raison d'être. La mairie a-t-elle commencé des travaux de rénovation des canalisations? Ou bien une gaine électrique est-elle défaillante? Pourtant, je sais bien que ni tuyaux ni fils ne sont enterrés sous cette terre argileuse dans laquelle ma femme s'évertue à faire pousser toutes les plantes sur lesquelles elle met une main pas toujours verte. Et où sont les engins, les outils? Il n'y a rien. Ce trou. Un tas de terre fraîchement retourné. Pas la moindre trace d'un ouvrier qui, par une quelconque folie, serait venu travailler en pleine nuit. Rien. Je m'accroupis. La vue de cette petite fosse, profonde de seulement une quarantaine de centimètres, me dérange. Sa présence inexplicable m'inquiète, certes, mais c'est sa forme parfaite qui me perturbe le plus. Ses bords sont d'une régularité incroyable, taillés avec une précision redoutable. Pas une motte n'ose gonfler le ventre pour dépasser ses sœurs. Étonnamment alignées, elles forment un ensemble plat et régulier. Je passe la main sur la terre.
Elle s'effrite aussitôt et dégringole au fond du trou. L'ensemble perd immédiatement sa singularité. Je gratte à nouveau l'argile, puis me relève en soupirant. Tout cela s'expliquera bien assez vite. J'hésite à faire demi-tour, à prévenir ma femme, mais j'y renonce. Si des agents municipaux débarquent sans prévenir sur notre pelouse, elle sera la première à sortir en hurlant. Je regagne alors ma voiture. Le chauffage a bien fonctionné et c'est un air chaud et bienvenu qui m'y accueille. Je ne m'en étais pas rendu compte, je suis frigorifiée. L'hiver est particulièrement rude cette année et le thermomètre peine à sortir des négatifs. Comment ai-je pu rester dehors aussi longtemps sans ressentir ce froid glacial? Je jette un œil vers le trou puis enclenche la première. Les graviers du chemin crissent sous les roues et la voiture se met en mouvement. Je roule au pas, le regard oscillant entre le rétroviseur où le reflet du trou s'obstine à s'accrocher et la route qui s'étire devant moi. J'arrive enfin au croisement, personne. Je pars en trombe sur la départementale. L'étrange fosse disparaît enfin. Voilà pour mes dernières lectures, j'espère que ça vous aura donné de nouvelles idées. J'espère que vos dernières lectures ont également été bonnes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ça me donnera peut-être à mon tour de nouvelles idées. Le Bazar de la littérature fête ses 11 ans en ce moment, donc n'hésitez pas à aller faire des tours sur le blog. Il y a pas mal de concours qui sont organisés, beaucoup de beaux livres à gagner. Tout est expliqué dans un article sur le blog. Merci pour votre soutien, très belle lecture à vous et à très bientôt. Salut!